merci à tous. Ça me fait vraiment plaisir d'être là aujourd'hui. Merci à l'IRSST pour l'invitation. Donc, je vais vous parler aujourd'hui d'un projet au fait qui a constitué, si on veut, le cœur de mes études graduées. Donc, j'ai commencé à la maîtrise et j'ai fait un passage direct au doctorat. Et donc, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est le sujet principal de ma thèse. J'aime commencer avec cette diapositive au fait qui explique un peu c'est quoi les bioaérosols et c'est quoi leur source. C'est au fait toute entité biologique qui est retrouvée dans l'air. Donc ça peut être du pollen, ça peut être des acariens, dû à la présence par exemple de plantes ou d'animaux de compagnie. Ça peut être dans les milieux agricoles, donc dans les porcheries, dans les fermes laitières, dépendamment de la matière première qui est présente. Ça peut être des micro-organismes qui sont vivants, donc des virus, des moisissures, des bactéries, ça peut être des fragments de ces micro-organismes-là. Donc en fait, c'est ça, comme toute entité biologique qui est retrouvée dans l'air et qui est susceptible donc d'être respirée. Pour ce qui est des moisissures, il y a certains environnements qui sont particulièrement plus touchés que d'autres, comme par exemple le traitement des déchets. Donc on sait que les moisissures ont un rôle particulièrement important dans la dégradation de la matière organique. Et donc, on s'attend à les retrouver en grande concentration, aussi en grande diversité. En fait, les moisissures ont une capacité enzymatique de dégrader certains substrats que les bactéries n'ont pas. Donc, on s'attend vraiment à les retrouver beaucoup dans le compost. Dans l'agriculture, notamment, je pense aux fermes laitières, donc dû à la présence de foin et de la manutention de foin. Donc, ce sont des activités qui peuvent générer des aérosols et donc mettre à risque les fermiers ou les personnes donc, qui travaillent dans les fermes. De façon plus générale, donc on a les environnements intérieurs ici. Donc, dépendamment des facteurs comme l'âge du bâtiment, les antécédents de dégâts d'eau, le type de ventilation. Donc, qu'est-ce que c'est des ventilations mécaniques ou naturelles? Donc, le taux d'humidité. Donc, tous ces facteurs-là peuvent faire en sorte qu'il y ait une croissance de moisissures donc dans les bâtiments, donc pouvant mettre à risque la santé des occupants. Pour donc les problèmes de santé liés aux moisissures, donc Geneviève les a présentés un petit peu. Donc ici j'en cite vraiment juste les plus importantes. Donc on parle d'infection, d'asthme, de rhinite, de sinusite, les pneumopathies d'hypersensibilité, les mycotoxicoses, les problèmes gastro-intestinaux. Donc si jamais les particules sont respirées, mais au lieu de passer par les voies respiratoires, ben elles passent par les voies digestives. Et finalement les problèmes dermatologiques. En fait, la problématique qui est liée à ce projet-là, elle vient du fait qu'il y a plusieurs pathologies qui sont suggérées, qui ont été suggérées par le passé, mais il est difficile de tracer un lien de cause à effet direct entre l'exposition aux moisissures et les effets sur la santé. Il y a plusieurs causes à ça, et donc ce projet-là va essayer de répondre au fait à deux. Donc, premièrement, l'absence d'agents étiologiques qui est clairement identifié, et la présence donc de moisissures non documentées. Cette problématique, elle vient du fait que la majorité des études qui ont donc étudié l'exposition en moisissures se sont basées sur des caractéristiques morphologiques, donc ce qui pousse sur des milieux de culture. Donc, comme on le sait, la plupart des espèces de moisissures sont difficiles à isoler par culture. Donc, quand on veut étudier la diversité donc, des moisissures dans un environnement, on se trouve à avoir une problématique donc dans la représentation en fait de toute la panoplie de moisissures qui peuvent être présentes dans un échantillon. Donc on a notamment les moisissures qui sont non viables ou non cultivables, donc qui sont sous-estimées, et aussi il y a le fait que les milieux de culture qu'on utilise vont favoriser certaines espèces en dépit d'autres. Donc, il y a certaines espèces qui vont être avantagées comparativement à d'autres. Donc, on a, si on veut, un débalancement dans les populations fongiques qui sont représentées. Et donc, depuis la venue du séquençage nouvelle génération, ici, je parle de révolution, entre guillemets, parce que on voit depuis les dernières années, vraiment, c'est une méthode qui est de plus en plus utilisée en microbiologie. On peut carrément parler d'une nouvelle façon de faire de la microbiologie. Donc, ce sont des méthodes qui nous permettent d'avoir une étude de la diversité qui est beaucoup plus précise. Et donc, c'est ça. Lorsqu'on arrive dans un environnement donné, appliquer ces méthodes-là ont le potentiel donc de nous donner vraiment une idée plus précise du type des moisissures qui sont présentes.
Par contre, il y a donc la question de la région du génome à utiliser. Donc, quand on applique des méthodes de séquençage, on a besoin d'un segment standardisé dans le génome, donc des micro-organismes qu'on veut étudier. Dans ce cas-ci, c'est les moisissures, pour pouvoir étudier leur diversité. Et donc, depuis plusieurs années maintenant, c'est la région ITS, donc c'est l'acronyme pour Internal Transcript Spacer, qui est considéré comme le marqueur fongique universel pour étudier la diversité des moisissures. Donc c'est une région qui ressemble un peu à ça. Elle est située donc entre le gène qui amplifie donc le 18S et le 28S. Et donc il est composé de deux sous-régions, ITS1 et ITS2. Les séquenceurs qu'on utilise, en fait, donc les technologies de séquençage qu'on utilise, ils imposent une sorte de limitation donc dans la taille des séquences qu'on peut appliquer. Donc pour le cas par exemple d'Illumina ou même de Ion Torrent, qui sont les séquenceurs qu'on utilise, il y a une limite par exemple de 400 paires de bases ou de 600 paires de bases. Donc dans le cas de la région ITS, où certaines moisissures en fait ont une taille qui est beaucoup plus élevée que ça. Si on applique la région ITS au complet, on va se retrouver à manquer d'informations si on veut. Il y a un bout de l'information qui va manquer. Donc on est dans la situation où est-ce qu'on doit choisir soit entre ITS1 ou ITS2. Et donc, c'est ça l'objectif de mon projet, c'est donc de comparer quelle sous-région ITS1 ou ITS2 permet donc d'avoir la meilleure diversité dans les échantillons d'air. Et donc, on a donc appliqué la méthode dans les échantillons de compost, donc pour comparer les deux. Ensuite, donc, la meilleure région va être appliquée aux usines de biométhanisation, donc pour valider, donc notamment la région et aussi le protocole bioinformatique et voir aussi donc la reproductibilité du protocole. Et finalement, on va combiner cette approche-là, c'est-à-dire de séquençage, aux méthodes traditionnelles de culture pour voir c'est quoi les informations qui peuvent nous amener en plus que le séquençage. Donc la méthodologie ici, je l'ai résumée vraiment en une seule diapositive. Si vous voulez vraiment plus de détails, vous pouvez aller voir le rapport qui est donc disponible sur le site de l'IRSST. Donc en gros, ce qu'on a fait, c'est qu'on a visité 3 environnements, donc le compost, les usines de biométhanisation et les fermes laitières. Ça, en fait, ce sont des projets qui sont tous des projets à part entière de l'IRSST. Donc, il y a un projet compost et un projet biométhanisation. Donc, moi, je me suis un peu collé à tous ces projets-là. Ça m'a permis vraiment d'aller sur le terrain et d'assister à différents projets. Et ça, c'est les fermes laitières. C'est vraiment des sorties terrain qui sont spécifiques pour ces résultats-là. Donc, on a récupéré l'air, 3 mètres cubes d'air par échantillon. Et donc, on a appliqué, on a utilisé la plateforme MySeq pour le séquençage. Et on a développé un protocole bioinformatique personnalisé pour les besoins du projet. Et donc, les résultats, je vais commencer par le compost. Je vais commencer par présenter donc les indices de richesse et de diversité. Je vais en présenter 3 et donc évidemment plus donc l'indice va être élevé, plus les échantillons vont être riches et divers. Et donc ce qu'on peut voir ici, c'est quand on cible ITS1, donc on a clairement donc une richesse plus élevée comparativement à ITS2. Et c'est donc la même conclusion pour l'indice Shannon et pour l'indice de diversité Simpson. On peut donc conclure que vraiment on a obtenu des indices de richesse plus élevés lorsqu'on a ciblé ITS1 et ce au fait ici je présente les résultats dans le compost en général, mais c'est les mêmes conclusions qu'on a pu tirer quand on a séparé les échantillons selon le compost domestique, le compost végétal ou le compost de carcasses et placenta de porc. Donc c'était vraiment les mêmes donc la même tendance qui était observée. Maintenant, si je passe au niveau donc du profil taxonomique obtenu par les 2 régions, ce qu'on peut voir au niveau des classes de moisissures, c'est que premièrement, donc ITS1 a donné un profil qui est non seulement plus diversifié, mais qui est mieux réparti aussi. Donc on peut voir ici avec ITS2, donc ce qui est en jaune, donc la classe des Saccharomycètes qui est vraiment en surabondance quand on cible ITS2. Ça aussi, donc encore donc la même chose, je présente les résultats dans le compost en général, mais c'est exactement la même tendance qui est observée lorsque j'ai séparé les échantillons entre les différents types de compost.
Aussi, un deuxième point intéressant ici, c'est que les séquences no blast, ça veut dire les séquences qui n'ont pas été identifiées, il y a seulement dans ITS2 qu'elles ont été présentes. Ça, au fait, on peut l'expliquer par le fait que les bases de données qu'on utilise pour identifier les séquences, donc la base de données qu'on a utilisée, c'est Unite, c'est peut-être ITS2 est moins représentée dans ces bases de données, donc c'est pour ça qu'elle est pas elle est moins utilisée, disons, qu'ITS1. Donc, c'est ce qui mène des fois à l'identification de séquences au fait qui appartiennent à aucun taxon de moisissure. Ensuite, on a utilisé donc le ITS1 pour aller étudier donc le compost, aller étudier un peu, décrire l'environnement du compost et voir l'exposition des travailleurs dans les usines de compostage. Et donc, ce sont des résultats qui ont fait le sujet d'une publication Science of Total Environment. Ici, je vais présenter donc vraiment seulement le highlight, si on veut, de cette étude-là. C'est que, en fait, on a utilisé une analyse en coordonnées principales pour voir un peu les différences entre les différents types de compost qu'on a échantillonnés. Ce qu'on peut voir ici, c'est que, donc, dépendamment de la matière première qui est présente, on a une sorte de signature fongique. Donc, le graphique, en fait, il est assez simple. En fait, chaque point est un échantillon différent. Et plus les échantillons vont avoir un contenu fongique qui va être pareil, plus ils vont être rapprochés. Et donc, plus ils vont être différents, plus ils vont être loin. Ça nous permet un peu de voir s'il y a un groupe d'échantillons qui se forment ensemble. Et donc, on peut voir ici une séparation vraiment claire entre le bleu et le rouge ici. Donc pour ce qui est des biométhanisations, donc j'ai oublié de l'introduire. Je ne sais pas si tout le monde ici est familier un peu avec ce que c'est. C'est au fait l'utilisation donc de la dégradation de la matière organique, sauf que cette fois on va utiliser les gaz qui sont produits donc pour produire de l'énergie. Donc on est encore dans un domaine de dégradation de la matière organique. Donc ces résultats ont aussi fait une publication au Journal of Air and Waste Management. Et donc, ici, je vous présente la différence entre les deux usines. Donc, j'ai appelé usine 1, donc UB1 et UB2. Et donc, ce qu'on peut voir, qu'il y a quand même d'assez grandes différences. Et c'est tout à fait logique puisque ces deux usines-là traitent des types de déchets différents. Donc ça rejoint un peu les résultats qu'on a eu dans le compost, donc où qu'on a une sorte de on voit donc l'influence de la matière première qui est présente sur ce qui est présent dans l'air. On voit par exemple ici dans l'usine 2 la classe des eurothiomicettes. En fait, dans cette classe-là, on a des genres de moisissures qui sont des décomposeurs d'aliments. Et donc, ça fait du sens puisque dans l'usine 2, il y avait beaucoup plus de déchets qui provenaient d'usines alimentaires, donc des produits laitiers, des fruits et légumes, etc. Donc, ça faisait un peu du sens qu'on retrouve les eurothiomicettes en plus grande concentration. En plus grande abondance, excusez-moi. Ensuite, pour l'usine 1, il y avait plus d'agaromycètes. En fait, les agaromycètes, c'est une classe de moisissures dont beaucoup d'espèces, en fait, sont je dirais pas des pathogènes de plantes, mais ils sont vraiment, disons, ils sont beaucoup présents dans les plantes et donc la présence de produits agricoles dans ces usines-là explique, en fait, cette abondance-là. On a vu aussi beaucoup de différences dans l'usine 1 entre l'été et l'hiver. Donc l'été, évidemment, on a l'apport de ce qui est extérieur parce que les portes sont ouvertes, les fenêtres sont ouvertes. Donc c'est ce qui explique cette différence entre les deux. Par contre, pour l'usine 2, on voit vraiment les eurothiomicettes restent vraiment en surabondance dans les deux saisons. Donc ensuite, au niveau des genres de moisissures, ici donc je l'ai présenté sous forme de diagramme de Venn pour montrer un peu les variations entre l'été et l'hiver. Et donc parmi les 8 moisissures donc qui sont présentes, en fait, si je présente vraiment les 20 les plus abondantes, le profil taxonomique est beaucoup plus important que ça. Mais parmi donc les 20 les plus abondantes, il y avait seulement 8 qui étaient donc partagées entre les deux saisons. Et donc Iphodontia était la plus abondante à l'été et Penicillium et Thalaromyces étaient donc les plus abondantes à l'hiver.
Pour ce qui est de l'usine 2, donc vraiment à l'hiver, il y avait vraiment pas beaucoup de diversité. 90% du profil donc était dû à Pénicillium. C'est pareil donc à l'été aussi avec 80% donc du profil. Donc on voit clairement que ce qui était vert, donc ce qui était représenté par la classe des Eurothiomycètes était finalement que du Pénicillium quasiment. Donc ensuite pour les fermes laitières, encore une fois, les résultats sont en cours de publication dans Science of Total Environment. Donc c'est en révision mineure. Et ces résultats-là, encore une fois, on voit donc une variation entre les 5 différentes fermes qu'on a visitées. Ici, au fait, le message que je veux faire passer, c'est que ITS1, on voit que quand on cible ITS1, on est capable d'aller chercher les variations qui peuvent y avoir, en fait les variations de moisissure qui peuvent y avoir dépendamment du contexte où l'on se trouve. Par exemple ici dans les 5 fermes, la différence qu'il y avait c'est donc dans la nourriture du bétail, au fait donc comment les animaux étaient entreposés, donc est-ce qu'ils étaient dans un espace confiné ou non confiné, est-ce qu'il y avait de la ventilation qui était naturelle ou c'était plus une ventilation mécanique, aussi le type de la traite de vache. Il y a certaines fermes laitières qui avaient une traite mécanique, d'autres qui étaient plus naturelles. Donc, on peut voir ici donc les variations des profils dépendamment donc des différents facteurs. J'attire votre attention ici particulièrement à la ferme 2, donc les Wallamia mycètes. C'est une classe de moisissure qui est assez particulière parce qu'elle comprend seulement un seul genre qui est Wallemia et donc dans l'espèce Wallemia sebi et donc c'est une espèce en fait qui a été associée au poumon du fermier et donc on la retrouve quand même en assez grande abondance ici dans la ferme 2. Ensuite, donc oui, c'est là où on a comparé les méthodes donc traditionnelles, donc les méthodes de culture aux méthodes de séquençage. Et ce qu'on peut voir ici, c'est que ce qui est marqué en gras, donc Aspergillus, Penicillium, Biporalis et Sarocladium, ce sont les genres de moisissures qui ont été détectés par les 2 approches. Donc il y en a seulement 4. Par contre, il faut préciser ici que ce qui est présenté, c'est vraiment les moisissures les plus abondantes, c'est-à-dire les 20 moisissures les plus abondantes. Le profil obtenu par le séquençage est vraiment beaucoup plus important que ça. Donc, au fait, c'est parmi les 16 moisissures qui ont été détectées par culture, il y en a seulement 3 qui n'ont pas été détectées par séquençage. Par contre, ces résultats-là, en fait, ils sont un peu ils vont en fait en accord avec une étude qui a été menée par Shade et ses collaborateurs en 2012. Et au fait, ils ont émis l'hypothèse que les méthodes de séquençage il donnerait, si on veut, avantage à ce qu'on appelle les micro-organismes qui sont vraiment très abondants dans un environnement, alors que les méthodes de culture, elles donneraient avantage à la biosphère rare, c'est-à-dire tout ce qui est moins abondant et donc serait avantagé par les méthodes de culture. Et donc c'est comme ça qu'on pourrait voir la complémentarité des 2 approches. Donc on peut voir ici en termes d'abondance évidemment que cette complémentarité, au fait, on peut la voir entre les 2 approches. Ici, je vais présenter cette étude-là parce que je veux vraiment pas que le message que vous reteniez aujourd'hui soit que les méthodes de séquençage sont meilleures que les méthodes par culture et qu'il faut laisser tomber les méthodes de culture quand on veut étudier la diversité. C'est vraiment pas ça le message. On parle vraiment de complémentarité des 2 approches. Et donc, depuis vraiment quelques années, on parle des approches multi-omiques et qui montrent vraiment comment ces 2 méthodes-là, donc par culture et par séquençage, peuvent nous donner des informations complémentaires pour venir notamment faciliter les conditions de croissance et donc pouvoir amener au fait des informations additionnelles et donc pour mieux étudier la complexité microbienne des environnements. Là, je vais passer à un autre sujet. Au fait, c'est quelque chose qu'on s'est rendu compte au courant de mes travaux de doctorat, et donc où on a optimisé au fait la méthode de récupération des spores donc à partir d'un échantillon d'air sur un milieu liquide. Donc, je vous explique.
Donc habituellement, quand on récupère donc les échantillons dans du liquide, donc elles sont récupérées ici, donc c'est représenté en jaune. Ensuite, on applique un protocole de centrifugation pour concentrer les échantillons, en fait concentrer les particules et donc pouvoir extraire l'ADN par la suite. Sauf qu'on s'est rendu compte en appliquant cette méthode-là que on avait de faibles concentrations de moisissure. En fait, les méthodes de culture donnaient des résultats plus élevés que les méthodes par qPCR, ce qui ne fait pas de sens, puisque les méthodes par qPCR sont beaucoup plus spécifiques. Donc, on a émis l'hypothèse que peut-être il y avait un problème à ce niveau-là, quand on centrifugeait et on enlevait le surnageant, il y avait certaines spores qui étaient perdues. Donc notre hypothèse était peut-être l'hydrophobicité. Les moisissures expriment au fait une protéine à leur surface, donc l'hydrophobine, donc ce qui leur confère en fait un caractère hydrophobe et donc c'est ce qui expliquerait peut-être cette perte. Donc on a développé un nouveau protocole qui est basé sur la filtration. Donc ici tout le liquide est filtré dans une unité de filtration avec un filtre en polycarbonate. Et ensuite, on place le filtre dans un Eppendorf avec une bille en tungstène et on procède à la congélation rapide du filtre. Ensuite, avec une agitation mécanique en fait très rapide, on brisait le filtre au complet, donc ce qui est représenté ici par des petits picots blancs. Et ensuite, on récupérait tout le liquide et on extrait l'ADN à partir de ce liquide-là. Et donc, on a comparé ces deux méthodes-là donc avec les échantillons d'air des usines de biométhanisation. Et ce qu'on a remarqué, c'est que la méthode de filtration a permis donc effectivement de récupérer un nombre donc de spores, donc de pénicillium et d'aspergillus qui est 100 à 1000 fois plus élevé que les méthodes de filtration, de centrifugation, excusez-moi, qu'on utilisait d'habitude. Ensuite, on a voulu savoir si cette perte affecter la diversité, c'est-à-dire si la diversité était affectée par ces moisissures-là qu'on perdait lors de la centrifugation. Et donc on a appliqué encore une fois l'approche par séquençage en ciblant ITS1. Et donc on voit encore une fois ici donc le nombre d'UTO. UTO, c'est l'acronyme pour unité taxonomique opérationnelle. Et donc, dans le jargon, si on veut, à bioinformatique, ça représente une séquence de moisissure qui est donc un taxon particulier de moisissure. Donc, plus ce nombre est élevé, plus notre échantillon contient des espèces de moisissures différentes. Donc, on voit ici qu'avec la filtration, on a récupéré donc un nombre d'UTO beaucoup plus élevé comparativement à la centrifugation. Donc ensuite, on a allé plus loin pour voir s'il y avait certains taxons qui étaient particulièrement touchés par cette perte. Et donc, ce que je vous présente ici, au fait, les 50 moisissures ont été détectées dans tous les échantillons filtrés, c'est-à-dire à 100%. Par contre, dans les échantillons centrifugés, ils ont eu un pourcentage de détection qui était différent. Par exemple, ces 9 moisissures-là n'ont jamais été détectées dans aucun des échantillons qui a été centrifugé. Et ceux-là donc ont été détectés seulement dans à peu près la moitié des échantillons. Donc on voit qu'il y a vraiment il y a certaines moisissures qui sont particulièrement touchées par cette perte. Ici, dans des résultats que je n'ai pas présentés, donc dû au temps alloué à la présentation, mais je vais vous en parler vraiment très rapidement. On a collaboré avec des collaborateurs en Hollande, donc c'est des spécialistes dans l'hydrophobine, donc pour venir un peu valider notre hypothèse si en effet il y avait certaines moisissures qui pouvaient être perdues lors de la centrifugation. Et donc en effet, ils ont fait exactement la même approche qu'on a fait, mais en laboratoire. Ils ont choisi deux souches différentes d'Aspergillus niger et de Penicillium roqueforti, et donc ils ont été capables de reproduire cette perte-là lorsqu'ils centrifugeaient, et donc dépendamment de la charge électrostatique, il y avait dans certains cas, il y avait du culot qui se formait, dans d'autres cas il y avait du culot qui se formait pas, donc c'était vraiment assez fascinant de voir que ce qu'on voit en environnement était quand même capable d'aller être reproduit en laboratoire. Donc, les principaux messages à retenir, donc je vais commencer par la fin. Donc on a démontré qu'il y avait une perte de moisissure donc par les méthodes de centrifugation et que ça avait un impact sur la diversité, et que donc on a mis le doigt sur 50 taxons qui étaient particulièrement touchés par cette perte, et que finalement on a développé un nouveau protocole qui est basé sur la filtration
et qui permet donc d'avoir une meilleure récupération des cellules fongiques. Et donc, on suggère donc fortement donc d'utiliser au fait cette méthode-là pour étudier donc la diversité des moisissures dans les environnements, surtout quand on utilise un échantillon d'air donc liquide. Et finalement que le choix de la région donc influence la description du contenu fongique des échantillons. Donc on a vu que le profil obtenu par ITS1 est plus diversifié et on a vu une meilleure donc distribution. ITS2 semble étrangement favoriser la classe des Saccharomycetales. Donc on ne sait pas trop pourquoi, et on a vu aussi qu'il y avait une abondance différentielle lorsqu'on ciblait ITS1 ou ITS2. Donc, est-ce que c'est un biais d'amplification? C'est très possible. Donc, les amorces qu'on utilise donc amènent un biais. Peut-être que certaines amorces seraient... en fait, les amorces qu'on utilise pour ITS2 seraient beaucoup plus avantageuses pour la classe des Saccharomycètes, par exemple. Donc, en perspective, ce qu'on aimerait faire, en fait, ce qui est déjà en cours, c'est d'appliquer l'approche métagénomique sur les mêmes échantillons. Alors, c'est quoi l'approche métagénomique? C'est qu'au lieu de cibler un gène en particulier, on va cibler tous les gènes. Donc, on enlève l'étape d'amplification, donc on enlève ce biais dont je viens de parler, c'est-à-dire le biais d'utiliser des amorces qui vont cibler donc certains gènes en particulier. Par contre, c'est une méthode qui est beaucoup plus coûteuse et ça demande beaucoup plus de ressources bioinformatiques. Et surtout aussi, c'est que quand on fait de la métagénomique, il ne faut pas s'arrêter à l'identification taxonomique parce que c'est pas intéressant. Il faut vraiment pousser l'analyse plus loin pour essayer de voir c'est quoi les types de gènes qui sont présents, c'est quoi donc l'activité métabolique. En fait, c'est comme si on avait une Ferrari par exemple, puis on l'utilisait vraiment juste pour rouler à 50 km/h. On n'est pas vraiment à pleine capacité. Et donc, je pense qu'il faut continuer les efforts dans la conception de nouvelles amorces spécifiques aux moisissures. Donc, c'est vraiment pas mon champ d'expertise, mais je pense que les gens qui travaillent donc là-dessus continuent de faire des efforts là-dedans. Et aussi avec les avancements technologiques vraiment très fulgurants dans les méthodes de séquençage, on va améliorer la qualité et la longueur des séquences, et peut-être qu'on pourra aller cibler la région ITS au complet au lieu d'aller au fait de choisir entre ITS1 et ITS2. À ce moment-là, on pourra avoir donc une identification à l'espèce beaucoup plus précise et on n'aura pas à choisir entre les deux régions. Donc les retombées de l'étude, il y en a vraiment juste la principale, c'est vraiment donc d'appliquer cette méthode-là, que ce soit la filtration en ciblant ITS1 dans tous les environnements de travail, qui peuvent avoir des problèmes de moisissure. Donc les écoles, les hôpitaux et les édifices gouvernementaux comme des exemples. Je vais juste finir en remerciant donc l'IRSST d'avoir subventionné le projet. L'IRSST aussi pour la bourse de doctorat. Donc merci aussi au FERQNT pour la bourse de doctorat et merci à toute mon équipe. Donc ça c'est la cohorte 2018. Vous pouvez aller voir notre page Facebook en fait pour être un peu au courant de tous les travaux de l'équipe. Donc je vous remercie pour votre attention.